Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Une simulation d'attentat a été organisée à l'Arenaïs, la patinoire de Cergy. Cet exercice a pour but d'améliorer la coordination des services en cas d'attaque terroriste et d'expérimenter de nouvelles techniques d'intervention sur les victimes. Plus de 30 000 personnes passent chaque jour à la gare d'Ermont-Aubonne. C'est un record dans le département. Une maison de service au public y a été inaugurée. Elle permet aux utilisateurs de faire toutes leurs démarches administratives dans un même lieu. Les explications dans ce journal. Le Val d'Oise se prépare à un éventuel attentat. Un exercice dit de tuerie de masse s'était organisé lundi matin à l'Arenaïs de Cergy, une patinoire de près de 4000 places qui accueille aussi des spectacles et des concerts. L'occasion d'améliorer la coordination des services, mais également de mettre en application de nouveaux procédés d'intervention, notamment dans la prise en charge des victimes. Le reportage d'Adèle Latour et Angélique Boilet. Il est 9 h, l'exercice de simulation d'attentat commence. Une camionnette blanche s'arrête aux abords de l'Arenaïs de Cergy. 5 assaillants sortent et ouvrent le feu sur les personnes qui s'apprêtent à assister à un concert. Rapidement, le dispositif monte en puissance avec le déploiement des services de police et de gendarmerie préparés à l'intervention des tueries de masse. Les militaires de l'opération Sentinelle sont dépêchés pour assurer la sécurisation périphérique des lieux. Cet exercice grandeur nature vise à améliorer la coordination des différents services mobilisés. Il est aussi l'occasion de tester de nouveaux procédés. Outre la sécurisation des lieux, l'urgence et l'évacuation des blessés, des pompiers équipés de gilets et de casques pare-balles protégés par les forces de l'ordre viennent extraire les victimes. On s'est rendu compte lors des différents événements, type le Bataclan ou dans le cadre des retours d'expérience des différents exercices, qu'il y a un laps de temps très long qui s'est écoulé entre le début de l'événement et le fait que les forces de l'ordre, à juste titre, aient eu le temps de neutraliser complètement les assaillants. Donc là aujourd'hui, maintenant on s'est entraîné avec les forces de l'ordre et on est en capacité de s'engager sous leur appui et sur leur autorisation. On va pouvoir s'engager et faire des dégagements d'urgence pour sortir le plus rapidement possible les victimes de cette situation. Les blessés évacués sont amenés à quelques centaines de mètres des lieux de l'attaque, au point de rassemblement des victimes. Autre leçon tirée des derniers attentats, l'évacuation la plus rapide possible des blessés les plus graves. J'appelle en fait tous les réveils, toutes les réanimations de tous les hôpitaux aux alentours pour pouvoir savoir combien ils peuvent accueillir dans la possibilité, combien ils peuvent accueillir d'urgence absolue. Bilan de cet entraînement qui aura duré près de 2h30, un mort parmi les spectateurs et les 5 terroristes abattus. Du poste de commandement opérationnel, le préfet du Val d'Oise tire un premier bilan de cet exercice. À chaque fois, c'est pour nous occasion de s'entraîner quand on est en exercice et dans tous les cas de débriefer, de tirer des leçons et d'imaginer la manière dont nous pouvons fonctionner mieux, plus rapidement, plus efficacement, éventuellement faire évoluer les matériels. Cette simulation a mobilisé plus de 300 personnes, policiers, gendarmes, militaires, pompiers, urgentistes et figurants. C'est le deuxième exercice de ce type organisé depuis 2016. En bref, l'augmentation du chômage dans le Val d'Oise, plus 0,2%. Le département comptait plus de 103 000 demandeurs d'emploi dans les catégories A, B et C à la fin du mois de mai. C'est 120 de plus qu'au mois d'avril, une augmentation de 0,4% pour les 25-49 ans et 0,2% pour les plus de 50 ans. Seule catégorie épargnée par la hausse du chômage, les moins de 25 ans qui enregistrent une diminution de 0,6% de leur nombre de chômeurs. Si vous faites partie des 30 000 personnes qui passent chaque jour par la gare d'Ermont-Aubonne, vous avez sûrement aperçu la maison de service au public qui vient d'être inaugurée, un espace qui regroupe plusieurs services comme la Poste, la SNCF ou encore Pôle emploi. L'objectif de ce lieu, faciliter la vie des usagers de la gare. Les explications dans ce reportage. Ces personnes sont toutes dans le même lieu, mais pas pour les mêmes raisons. La gare d'Ermont-Aubonne inaugure sa maison de service au public, ouverte depuis le 6 juin. Un lieu où les usagers ont accès à plusieurs services pratiques du quotidien et sont accompagnés dans leur démarche. Quand vous rentrez, il y a un agent civique qui est là pour vous accueillir et pour vous orienter. Donc on propose plusieurs services. Il y a la vente de billets SNCF, ensuite on fait les passeports, cartes d'identité, la poste. Et on fait aussi, il y a 3 plateformes dématérialisées où on peut retrouver Pôle emploi, Amélie, donc la Sécu, la CNAV et la CAF.
Le projet est né après la fermeture successive de la billetterie SNCF et de la Poste à la gare d'Ermont-Aubonne. Pour le maire d'Ermont, il est impensable de laisser la gare la plus fréquentée du département sans aucun service. Il y a 30 000 personnes par jour. Et les gens changent d'un quai à l'autre. Il y en a à peu près un tiers qui arrivent à la gare d'Ermont-Aubonne et qui en repartent le soir. Tous ces gens qui passent ici, à partir du moment où ils sont là, autant qu'ils aillent dans des services sous la main, plutôt que d'aller faire la queue le week-end à la mairie d'Ermont ou d'ailleurs. Depuis l'ouverture, la maison de service au public a déjà vendu plus de 800 billets de train. Les horaires d'ouverture sont assez larges pour permettre à ceux qui travaillent de pouvoir s'y rendre. Jusqu'à 18h30 en semaine et tous les samedis matins, les usagers sont conquis. Ça nous permet d'obtenir des rendez-vous rapidement et de pouvoir obtenir des papiers qui en temps normal prennent un mois et demi à obtenir. Et si le besoin s'en fait sentir, je viendrai pour un passeport, une carte d'identité, tout type de documents dont je pourrais avoir besoin. C'est pratique. Au total, 7 personnes ont été recrutées pour ce projet. Si elles ont toutes un poste attitré, elles sont aussi polyvalentes pour pouvoir faciliter la vie des utilisateurs. C'est la fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Un exercice de tuerie de masse a été organisé à Cergy ce lundi. Une simulation d'attentat terroriste à la patinoire Arenais qui a pour objectif d'améliorer les techniques et les comportements des différents services en cas d'attaque. Forces de l'ordre, personnel soignant et figurants, plus de 300 personnes ont été mobilisées. C'est la deuxième organisation de ce type depuis 2016. Merci d'avoir suivi ce journal et n'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. Comme chaque matin, la boîte aux lettres de Sophie est bien remplie. À l'intérieur de toutes ces enveloppes venues des 4 coins de la France, un contenu plutôt particulier, des cheveux. Des blonds, des bruns, des châtains, voire des colorés. Leur point commun, une taille minimale d'au moins 20 cm. Ça c'est ouf, ça c'est très joli. Une fois triées par couleur et nettoyées, Sophie va les vendre à des perruquiers. Plus la mèche est longue et plus elle est rare, donc plus nous arrivons à la vendre chère. Par exemple, une 20 cm, ça va être du 80-100 € le kilo, comparé à du 40 cm, donc beaucoup plus long, où on va être vers du 500-700 € le kilo. Si Sophie vend toutes ses mèches, c'est pour une bonne cause. En mars 2015, elle a créé Solidaire. Avec l'argent généré par la vente des cheveux, cette association subventionne l'achat de perruques pour des malades du cancer qui n'ont pas les moyens de les acheter. Une perruque de bonne qualité coûte cher, dans les 400 € pour des cheveux synthétiques et jusqu'à 1500 € pour des cheveux naturels. Le tarif de la sécurité sociale pour le remboursement d'une prothèse capillaire est de 125 € et comme le panier moyen d'une personne est d'environ 400 €, nous rajoutons une subvention de 300 € pour que la personne puisse acheter sa prothèse capillaire sans avoir de problème. La plupart des mèches qui arrivent chez Sophie viennent d'un réseau de coiffeurs partenaires. Hélène en fait partie, elle tient un salon à Sannois. Aujourd'hui, elle coupe les cheveux de sa mère pour Solidaire. C'est pas un gros effort pour moi, c'est pas un effort du tout même. Non, ça me semble naturel. Donner ses cheveux pour celles qui n'en ont plus, le message est clair et parle à toutes les femmes. Le cheveu, c'est la parure de la femme, c'est ce qui l'habille. Moi je dis toujours, le cheveu c'est l'habit de la tête. Voilà, son corps on met des vêtements, et autour de la tête on a ses cheveux. Et sans cheveux on n'est rien. Des clientes sous chimiothérapie qui perdaient leurs cheveux, Hélène en a coiffé quelques-unes. Une expérience difficile à vivre pour elle, comme pour ses clientes. Pour Hélène, devenir partenaire de Solidaire était une évidence. Moi j'ai l'impression de quand je donne ce coup de ciseau, pas que je sauve une vie, mais que je redonne un espoir à quelqu'un, même si je ne connais pas la personne. Ça me fait penser au don d'organes. Ce coup de ciseau, il va peut-être redonner la vie à quelqu'un, la dignité. Pour ce geste de solidarité, la plupart des coiffeurs offrent la coupe de cheveux. Un an après sa création, les mèches récoltées par Solidaire ont permis de subventionner l'achat de 11 perruques. 11 personnes qui ont retrouvé une part de leur dignité et de leur identité grâce à un petit coup de ciseau comme celui-ci.
À la pépinière d'entreprise de Montmagny pousse une drôle de boîte. Cette entreprise confectionne des boîtes de culture qui permettent de cultiver ses propres champignons bio chez soi. Pas besoin d'avoir la main verte, avec ce kit, c'est un jeu d'enfant. Vous avez une languette qui est ici, vous l'enlevez et donc vous allez obtenir ça. Ce qu'on voit ici, c'est un sachet qui contient du substrat, qui est de la sciure de bois certifiée bio, dans laquelle on a implanté le mycélium, donc c'est la racine du champignon, et le mycélium a colonisé le sachet, c'est pour ça que c'est tout blanc. Vous faites une fente dans le plastique comme ça, et ensuite, à l'aide du spray qui est contenu dans la boîte, vous le remplissez d'eau, du robinet tout simplement, vous arrosez 1 fois à 2 fois par jour directement sur le plastique, donc tout simple, et en 10 jours, vous allez avoir une belle botte de pleurote qui va pousser dans votre cuisine. Cela fait 1 an que Jérôme et Romain ont fondé Prêt à pousser. Pour les 2 anciens élèves de l'ESSEC, c'est la concrétisation d'une idée qui a germé sur les bancs de l'école. On était étudiants avec Jérôme et on est tombé sur des champignons dans la cour de notre école. C'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit tiens, c'est rigolo de voir des champignons pousser là. Et on a un petit peu fait des investigations sur le web pour comprendre un petit peu comment ça poussait, où est-ce que ça poussait. On a très vite réalisé que ça pouvait pousser sur du marc de café. Il y a quelques semaines, ils ont créé la sensation en remportant le prix de l'innovation au Salon de l'Industrie Alimentaire. Un exploit relayé sur les chaînes nationales qui a donné un coup de boost à leur entreprise. Des conséquences directes sur nos ventes, à la fois sur nos points de vente en physique et sur notre site internet. Et puis ça nous a donné de la visibilité à l'échelle européenne, voire mondiale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acheteurs, de distributeurs qui sont venus à notre rencontre pour distribuer nos produits en Europe et puis un petit peu plus loin en Asie et en Amérique du Nord. Entre 20 et 30 €, les kits champignons sont disponibles en commande sur internet et distribués dans certains magasins Truffaut et épiceries bio. Prochainement, Prêt à pousser lancera une nouvelle gamme de kits pour cultiver des herbes aromatiques comme du thym ou du basilic.